Viva Culture, l'actualité des arts vue par l'association Maison de la Culture du Havre. Présentée par Isabelle. Viva Culture, l'émission de la culture dans toutes ses découvertes. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre fidélité à Viva Culture. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Julie-Émile Fabre. Vous l'avez déjà entendu sur les ondes de Westrack. Le 22 juillet 2025, je l'avais interviewée car elle avait, en tant que dessinatrice, participé au spectacle du metteur en scène Milo Rao à Avignon autour du procès Gisèle Pelicot. Là, elle vient de faire paraître un ouvrage intitulé Des violences intrafamiliales à l'affaire Pelicot. Et je m'entretiens longuement avec elle. Elle nous explique son parcours et surtout le retentissement peut-être de ce procès si important pour tous et pour toutes sur sa vie et son travail. Julie-Émile Fabre, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes, bonjour, vous êtes donc docteur en arts plastiques, artiste-auteur, critique d'art, commissaire d'exposition indépendante, et vous venez de faire paraître un ouvrage intitulé Le procès des violences intrafamiliales à l'affaire Pelicot. Il faut dire que vous avez suivi le procès Pelicot à une place tout à fait particulière, puisque vous en étiez dessinatrice, et vous avez à ce titre d'ailleurs participé au spectacle à Avignon, mis en scène par Milo Rao, en tant que dessinatrice également. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, je pense que cette aventure du procès a été quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est une aventure, en effet, un événement, c'est-à-dire il y a un avant et un après le procès Pelicot, pour moi, mais pour tellement, je pense aussi pour la société française et dans le monde, en tout cas dans les luttes féministes. Tout à fait. Effectivement, et c'est un événement qui aussi traverse nos vies individuelles et qui m'a en effet conduite à faire des dessins, à faire une exposition de ces dessins à Avignon, qui m'a conduit au fil du temps à avoir ce projet de livre qui vient d'être publié aux éditions Morgan, Oui. qui est une maison d'édition en bande dessinée. Alors c'est pas une bande dessinée, on y reviendra peut-être, et puis Oui. voilà, et participé à ce spectacle à Avignon qui a eu lieu quelques mois après la fin du procès, à l'été 2025. Oui, c'est ça. Et je crois que vous aviez 200 dessins. Oui, j'avais à peu près réuni 200 planches Oui. sur lesquelles on trouve à la fois des dessins, des croquis d'audience donc du procès, puisque j'ai obtenu une accréditation sur le tas au tout début du mois d'octobre 2024, pardon. Oui. Et donc j'ai pu dessiner dans la salle d'audience le procès, et j'ai accumulé à peu près 200 planches qui comprenaient aussi des notes de l'audience, puisque dans une cour de justice, c'est l'oralité des débats qui prime, qui est Oui, n'y a oui. de retranscrit véritablement, hormis les journalistes évidemment qui captent les paroles, Mhm. et puis les observateurs, observatrices accrédités. Donc je m'attelais également, je tenais beaucoup également à prendre des notes dès que je le pouvais. Donc il y a des dessins et de l'écriture manuscrite du verbatim. Exactement. Oui, oui, oui. Alors là, évidemment, vous avez pu peut-être admirer la stature, la posture, comment Gisèle Pelicot était. Mais vous avez rencontré peut-être quelque chose de fort qui était le face-à-face avec 51 accusés. Oui, tout à fait. C'était assez saisissant, intimidant, un peu effrayant parfois. Oui, Cette immersion dans la salle d'audience. En effet, alors Gisèle Pelicot, j'ai pu faire quelques portraits évidemment d'elle, notamment lorsqu'elle prenait la parole à la barre, je me souviens du 23 octobre. oui. Et sinon, effectivement, avec ses avocats et avocates, ses accompagnateurs,
aussi. Il faut dire que je lui ai demandé la permission et l'autorisation de la dessiner, c'est-à-dire un peu comme, non pas tant pour lui demander la permission qu'elle m'a accordée évidemment, mais pour entrer d'abord en contact avec elle en lui disant voilà, je vais de temps en temps me tourner vers vous et vous accorder une attention particulière puisque le dessin me demande de passer plusieurs minutes Oui, intenses avec voilà, un échange de regards, etc. Chose que je n'ai pas fait pour les accusés, puisque le rôle et la mission des dessinateurs, dessinatrices d'audience est justement de faire des dessins, de faire des images de ce qui se passe dans la cour, alors que précisément il n'y a pas d'enregistrement audiovisuel qui sont autorisés. oui, Et évidemment, pour les accusés, voilà, c'était aussi notre rencontre, notre face-à-face, beaucoup de temps passé à les observer, à croiser leurs regards, à comprendre qu'ils y étaient souvent réticents, ou en tout cas que ça les dérangeait. Et puis bon, au fur et à mesure des mois, tout le monde s'est aussi acclimaté. Et puis finalement, c'était moins pesant pour eux, c'était moins pesant pour moi, mais voilà, il y avait vraiment une forme de rencontre quelque part, en tout cas par le dessin, par l'attention que ça demande, oui, oui, qui s'est sûrement, développée. oui, oui, oui. Est-ce que euh, ce face-à-face a peut-être suivi aussi une certaine évolution de certains accusés ou comment ça s'est passé sur la durée? Oui, moi-même déjà, mon dessin a trouvé sa tournure, on va dire, au fur et à mesure des semaines. Je me suis rendu compte que le crayon était plus agréable pour moi, en tout cas était plus ajusté pour retranscrire l'audience, le Oui, crayon de couleur en particulier, oui, euh, un peu l'aquarelle de temps en temps. mhm, Euh, et ce que l'on arrive à capturer aussi par le dessin, avec les semaines qui s'enchaînent, c'est tout le langage non verbal, toute la posture des corps. Et puis j'ai pu observer en effet les corps qui se transformaient, des accusés en particulier, notamment certains, je voyais véritablement devenir gris au fur et à mesure du temps qui passait, certains s'affaisser, certains devenir de plus en plus euh, accablés par la venue du verdict de plus en plus proche. oui. Ça, effectivement, j'ai pu l'observer au fur et à mesure du temps et j'ai essayé de le retranscrire dans les dessins. En tout cas, voilà, toutes ces postures, ces corps qui se tendent, qui ploient, Oui. qui somnolent, qui sont attentifs, Mm. c'est ce que le dessin permet de retranscrire, que ne permet pas nécessairement de le faire un article qui s'intéresse à des faits, à des paroles, Mm. à des journaliers, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui. Alors, votre ouvrage, je crois que vous l'aviez commencé avant le procès. Oui, alors c'est-à-dire que ce que j'avais commencé avant le procès, puisque je suis arrivée au tribunal d'Avignon, on va dire motivée par l'ouverture du procès par Gisèle Pellicot. Lorsque j'ai entendu parler de l'affaire, c'était en septembre 2024, donc je ne savais pas, comme les journalistes, plusieurs mois à l'avance, que ce procès allait avoir lieu et qu'il était important. J'ai mesuré son importance dans les médias. Au fur et à mesure du mois de septembre, je m'y suis rendue parce que j'en avais l'opportunité. Je Mhm. travaillais moins puisque j'étais à mi-temps de mon activité professionnelle d'enseignante. Donc j'avais tout d'un coup la possibilité, puisque j'habitais à Nîmes, Mhm. de me pour aller suivre un peu cette audience de plus près et réellement.
Et donc, j'avais pas l'intention nécessairement ni de dessiner ni de faire un livre, mais au bout de 2 jours d'écoute de l'audience dans la salle de retransmission ouverte au public, j'ai réalisé que je pouvais éventuellement faire des dessins et à trouver un rôle, enfin avoir une place, on va dire, active. Voilà, oui, Processus de témoignage aussi oui, de cette. Et j'ai fait cette demande au débeauté, au parquet, qui, par chance, m'a accordé une accréditation. Alors oui, j'avais commencé l'écriture de certains passages du livre, qui figurent effectivement dans le livre, parce que depuis quelques temps, un an et demi, j'avais entamé un texte qui était un texte à la première personne, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté jusqu'alors, qui était de parler de mon histoire personnelle, oui, interroger sur les violences de genre et les violences intrafamiliales, voilà, que j'avais pu, moi, dans mon parcours, vivre, et quelles conséquences elles avaient dans la trajectoire qui est la mienne. Et donc j'avais écrit 3-4 chapitres, j'avais toute une trame pour ce livre, mais c'est un livre que j'écrivais, voilà, sans maison d'édition, sans être certaine qu'il allait devenir quelque chose finalement. Et lorsque ce procès est arrivé, j'ai réalisé à quel point ça faisait écho à ce premier projet. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, je n'étais plus face seulement à cet intime, mais j'étais face à une affaire collective, hein, c'est ça. qui nous concernait toutes et tous à partir du moment où Gisèle Pellicot nous a invités dans la salle d'audience qui nous concernait toutes et tous, et qui questionnait la société également. Et donc j'ai réalisé à quel point c'était une occasion aussi pour moi de sortir de la sphère seulement intime, de questionner le collectif à travers ce procès sur des questions très proches, Voilà, sur des questions des violences sexistes et sexuelles. oui, 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 oui. Alors votre livre donc comporte des textes autobiographiques, mais aussi des dessins, Oui, et puis également, oui, oui, le livre entremêle vraiment chapitre après chapitre, à la fois mon histoire personnelle et le témoignage du procès, mon récit, on va dire, situé, hein, mon récit subjectif oui, de ce procès. On y trouve donc en effet aussi des dessins qui sont des dessins du procès, les dessins de l'audience, mais également des dessins personnels, des dessins de rêve aussi, donc oui, des dessins très intimes. mhm, Et donc c'est une sorte de cheminement comme ça, à partir d'une subjectivité, la mienne, d'une subjectivité de femme également, qui a une certaine trajectoire d'émancipation et qui en témoigne dans ce livre, oui, comment cette d'émancipation a pu se faire ou s'est faite, bon an, mal an, et qui n'est pas terminée, bien sûr, et comment ce procès à un moment donné m'a aidé aussi à pouvoir faire advenir ce livre, oui, faire advenir ce texte, oui, comment ça a pu effectivement intéresser une maison d'édition, comment est-ce que les choses ont pu trouver une forme. oui, Et c'est vraiment un livre qui témoigne de ça. Et je parle, vraiment, je me situe, comme on dit beaucoup dans les études féministes ou les études de genre, l'importance de situer son écriture, de situer sa prise de parole. C'est-à-dire, voilà, je dis que je suis une femme de tel âge, je oui, viens de social, je suis dans telle voilà mes conditions matérielles, comment est-ce que j'ai pu m'engager dans cette aventure avec les conditions matérielles qui étaient les miennes, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment un témoignage qui
permet de prendre la parole autour de cet événement collectif. C'est ça. Mais en fait, par ce livre aussi, vous montrez peut-être le succès de Gisèle Pellicot, qui, en rendant publique cette affaire, a rencontré sans doute un nombre considérable de femmes, d'expériences de femmes, dans la Oui, maltraitance, dans les violences, dans les discriminations de genre. oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est aussi le geste politique de Gisèle Pellicot que d'avoir voulu, en ouvrant l'audience au public, elle a quelque part permis de prolonger et de même d'intensifier cette ouverture à la parole qui s'est particulièrement libérée à partir du mouvement MeToo aussi en 2017. Oui, À partir de tête, donc elle s'inscrit dans cette libération de la parole qui est très importante aujourd'hui, qui permet justement de sortir de l'invisibilité de ces violences, qui elle-même dit que elle pense et elle assure, entre guillemets, à toutes les femmes qu'elles partagent leur chemin, oui, qu'elles partagent leur trajectoire, bien que pour elles, la situation soit exceptionnelle, dans le sens où elle fait partie des rares victimes oui, à avoir pu non seulement être entendue par la justice, une des rares victimes auxquelles la justice a pu et le système judiciaire a pu apporter une enquête complète, ensuite qui a pu aboutir à un procès, qui a oui. pu aboutir à un jugement et à des réparations, Hmm, et plus à une audience médiatique. Donc évidemment que c'est une femme qui n'était pas destinée évidemment à cette audience médiatique et à tout ça, mais voilà, il faut encore, et elle le souligne aussi, souligner que son destin de victime est exceptionnel également, parce que très peu de victimes de violences sexuelles ont la chance de voir aboutir à une situation de jugement judiciaire et une réparation judiciaire de leur parcours, quoi. Voilà. oui, oui, oui. Et elle explique d'ailleurs, je crois, dans un documentaire, qu'elle a été portée aussi et aidée par toutes ces femmes qui l'entouraient, qui l'accueillaient au tribunal. Et elle avait vraiment l'impression que ce qu'elle faisait était très important et qu'elle n'avait pas envie d'apparaître toujours comme une victime. Elle voulait être debout. Oui, bien sûr. Alors, toutes ces femmes qui sont venues ou qui lui ont écrit, toutes ces personnes qui, dans le monde entier, se sont mises à la soutenir, ça a été effectivement pour elle, elle en témoigne, quelque chose d'indispensable et en tout cas d'assez extraordinaire dans l'écho, voilà, et dans le soutien qu'elle a pu recevoir. Mais voilà, elle est debout, elle tenait effectivement à avoir jusqu'au bout dans sa démarche quelque chose qui transformait un petit peu, entre guillemets, cette image de la victime, cette image, oui, parce que malheureusement il y a aussi tout un mythe sur les victimes qu'il faut déconstruire. Mais encore une fois, voilà, ce sont aussi toutes ces composantes exceptionnelles qui ont permis à Gisèle Pellicot de pouvoir avoir ce statut différent, on va Oui, dire. oui. Alors vous avez transcrit aussi les verbatims de l'audience. J'ai transcrit les verbatims de l'audience dans le livre.
en tout cas, tout ce que moi j'ai pu retranscrire de l'audience, que j'ai parfois recoupé évidemment avec les multiples articles que l'on a tous et toutes à disposition dans les médias, l'ordonnance de mise en accusation aussi, qui est un document transmis aux journalistes et qui reprend les éléments de l'enquête qui ont permis, on va dire, de constituer les crimes de viol, ce sur quoi se basait le tribunal pour pouvoir juger les 51 accusés. Et donc voilà, j'ai pu, dans le livre, donner à voir et à entendre, pour le coup, des moments d'audience qui sont effectivement des moments où les avocats s'expriment, où les magistrats s'expriment, les accusés, Gisèle Pellicot, les témoins de l'audience prennent la parole dans la cour. Et j'en donne, on va dire, un certain nombre d'extraits. Évidemment, j'ai dû faire un choix assez drastique, puisque j'aurais pu faire 10 volumes, comme ça. Oui, Parce qu'il y avait une foisonnante. oui. Voilà, donc j'ai fait des choix et ça nous permet quand même de nous plonger dans l'ambiance et dans le contenu des débats. Mais il me semble que vous faites plus que ça. Vous faites plus que nous plonger dans l'ambiance parce que, en fait, parlant de maltraitance depuis l'enfance, dans une affaire de viol, d'inceste aussi, et bon, de violence comme ça, masculine, vous affrontez par votre dessin, votre regard, votre dessin et votre livre, vous affrontez les accusés. Et ça, c'est quand même quelque chose de drôlement particulier, de culotté, je dirais. Oui, c'est d'ailleurs aussi quelque chose qui est inquiétant quelque part, parce qu'on se dit bon, en plus par le dessin, c'est-à-dire que voilà, ce sont des dessins d'observation, des dessins finalement très réalistes. Donc voilà, je montre leur visage, je montre leur image, je fais entendre leurs paroles dans leur crudité, dans leur vulnérabilité aussi, dans leur déni, dans l'humanité, un peu dans tous ces travers. Oui, il y a une vraie mise à nu qui est au cœur même d'une cour de justice. Voilà, c'est un théâtre d'humanité assez cru. Et c'est ce que c'est ce que je retrace dans ce livre, comme d'autres auteurs, autrices ont pu retracer dans d'autres livres. Et oui, c'est une mise à nu. C'est une mise à nu qui est souvent violente, qui est pas très agréable, parfois à lire, qui vient toucher notre affect, nos émotions, nos préjugés, nos idées reçues, et qui nous bouleverse à tous les sens du terme, parce qu'on est préparé à recevoir ce genre de choses. Et en même temps, c'est très important de regarder le viol en face, comme disait Maître Camus, je crois, au début de l'audience, lorsqu'il a soutenu au président de la Cour et aux avocats de la défense qu'il était important que les vidéos soient diffusées et que les journalistes ne soient pas exclus de ces diffusions. Voilà, c'est important de regarder le viol en face dans tout ce qu'il comporte aussi de très dérangeant. Et oui, c'est ça. C'est ça, ce qui est d'habitude évité, parce que c'est plutôt tabou. Ou c'est à huis clos. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. C'est aussi ce qui est très important. Moi, j'ai essayé dans mon livre de donner cette place-là à des violences et qui sont très souvent invisibilisées. Oui. Je dirais même un continuum des violences sexistes et sexuelles. C'est-à-dire que là, effectivement, au cœur du procès Pellicot, c'est le viol qui est la violence la pénultième, enfin, c'est-à-dire c'est pas l'ultime qui serait le féminicide, mais c'est la violence l'acte de déshumanisation le plus grand. Bien sûr.
sur le curseur des violences sexistes et sexuelles, mais il y a tout au long de l'audience tellement de degrés de cette violence-là qui a été qui se sont manifestés, qui ont été mises au jour aussi. Alors, et là, pour le coup, je parle aussi des accusés, parce que lorsque on retrace la vie de tous ces hommes, leur enfance, effectivement, eux aussi ont subi des violences qui nous renvoient à nos propres violences vécues dans notre famille, dans la société. Alors ça renvoie aux victimes d'inceste, aux victimes de viol, aux victimes de violences sexistes et sexuelles. Mais voilà, l'inceste, c'est encore une des violences majeures, trop tabou. Enfin, bon, on commence à en parler, il y a un MeToo inceste, etc. Donc on commence à vraiment prendre ça à bras le corps, espérons-le, dans la société civile, en politique, etc. Oui. Moi, ce que je retranscris aussi dans mon parcours personnel, ce sont des violences, pour moi, encore très invisibilisées, qui sont des violences intrafamiliales qui ne donnent pas lieu à des plaintes en justice. Oui, c'est ça. Et en même temps, c'est systémique. Et en même temps, c'est tout à fait systémique. Oui. Et en même temps, toutes et tous, on est pris dedans. Oui. Du fait de la domination masculine et de ce qu'on appelle la culture du viol ou le patriarcat, on va dire les trois termes recouvrent à peu près la même réalité. Autant les hommes que les femmes, finalement, sont, dès le plus jeune âge, façonnés, mutilés affectivement. C'est une autrice qui s'appelle Bell Hooks, que je cite à la fin du livre. Eh bien, un ouvrage qui s'appelle, par exemple, La volonté de changer, explique effectivement qu'il faut s'intéresser à cette manière pour, on va dire, le genre masculin, d'internalisation des violences patriarcales, y compris chez les hommes dans leur propre construction, qui est de s'automutiler affectivement pour correspondre à ce que c'est que être un homme dans notre société, comme les femmes s'automutilent pour correspondre à ce que c'est que d'être une femme dans notre société, et pas que de l'automutilation, mais de la mutilation de groupe, et puis aussi sociale. Voilà. Sûr. Donc en fait, aussi dépasser le clivage homme-femme et répondre à la pseudo-crise de la masculinité, ou en tout cas au mouvement masculiniste qui prennent une ampleur assez phénoménale. C'est très important de se questionner sur les genres masculins et féminins tels qu'ils sont construits et constitués, tels que l'échafaudage politique de la culture patriarcale les inflige. Il faut s'interroger là-dessus, parce que toutes et tous, on affronte ces violences-là d'une certaine manière. Mais c'est ça. Les hommes, eux aussi, passent par des trajectoires de façonnage, on va dire, avec il faut absolument correspondre à une norme qui est une norme qui, par définition, altère, conditionne, contraint, fait violence à plein de moments du parcours de l'être. Oui, bien sûr. Et ça, c'est très important, moi, je trouve, c'est aussi ce que j'aimerais essayer, ce sur quoi j'ai envie de réfléchir et ce sur quoi j'ai envie de continuer à prendre la parole avec le livre et à partir de cette expérience. Voilà, c'est aussi sur le fait de comment faire en sorte que les hommes ne se sentent pas dépourvus lorsqu'ils sont sympathisants, bien entendu, de la cause des femmes, mais qu'ils se demandent alors comment est-ce qu'on peut faire et comment est-ce que nous, on peut sortir de notre embarras
nous trouver finalement face à ça, et puis on se dit bon ben oui, mais on est des hommes, on va continuer quand même à être des hommes, mais on n'est pas que mauvais entre guillemets, ou en tout cas on n'est pas tous acteurs de violence. Mais voilà, eh bien c'est je pense de se questionner sur cet échafaudage politique qui conditionne qui nous conditionne pour obéir à des normes qui sont finalement porteuses de violence à plein de niveaux. Oui, bien sûr. Alors, bien sûr, j'imagine que votre livre, mais aussi le fait de l'avoir écrit, d'avoir fait ses dessins, d'avoir suivi le procès, ça vous donne un statut actif. Ça vous permet d'être agente, de retrouver une certaine agentivité et de sortir de la victimisation, du statut de proie ou de faible, et arriver à développer une pensée pour les hommes et pour les femmes et pour les hommes, je devrais le dire dans cet ordre, c'est quand même prodigieusement éclairant. Oui, c'est ce que, effectivement, moi j'ai, dans mon propre parcours, c'est vrai que c'est un événement aussi, parce que ça m'a permis d'effectivement d'être dans une action, de m'engager et de pouvoir, justement, en prenant la parole par ce livre, on va dire, dépasser un certain nombre de choses qui étaient plutôt vécues en les subissant auparavant. Oui. Évidemment, ça ne résout pas tout, bien entendu, mais on participe justement activement à cette transformation, on l'espère, de la société. Et en tout cas, moi, ça me permet d'aller plus loin en ayant pris conscience avec ce procès d'un certain nombre de choses de manière plus aiguë et d'essayer de continuer à agir avec le collectif de toutes les personnes agissantes et puis aussi des lecteurs, des lectrices et de comment est-ce qu'on peut transformer encore les choses comme Gisèle Pellicot l'a fait avec son geste d'ouvrir au public ce procès. Voilà, ce sont une multiplicité d'actions, de petites actions, petites et grandes, qui vont nous permettre d'avancer là-dessus. Voilà. Eh bien, écoutez, Julie Émile Fabre, je suis très heureuse d'avoir entendu cette présentation de votre ouvrage. Je rappelle son titre, Le procès des violences intrafamiliales à l'affaire Pellicot. Je pense qu'on le trouve dans toutes les librairies. Oui, voilà. Tout à fait. Eh bien, écoutez, un grand merci. Et puis, à bientôt. Je pense que nous allons lire le livre et en parler, surtout. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous venez d'entendre Viva Culture, une émission proposée par l'association Maison de la Culture du Havre, présentée par Isabelle Royer, réalisée grâce à Margot Poutavi. À notre agenda culturel, notez le 10 avril à 16h, au cinéma Le Sirius, la projection du film En fanfare, en présence du réalisateur Emmanuel Courcol, ceci dans le cadre du festival Les Révélations, 4e édition au Havre, du 7 au 12 avril 2026. Le film En fanfare a recueilli un légitime succès, car il est tellement réconfortant, tellement intelligent pendant cette période. Je vous souhaite une bonne semaine. Rejoignez-nous, adhérez, et puis écoutez nos émissions, écoutez Westrack, consultez notre site, notre page Facebook. À bientôt.